Souvent, le doctorat apparaît comme une suite d'études, après l'obtention d'un master ou d'un concours par exemple. Mais parfois, il intervient plus tard, comme une sorte de reconversion professionnelle. Et c'est ce dont va nous parler Marie, qui après avoir passé plusieurs années dans un monde du travail un peu plus conventionnel, disons, découvre le monde de la recherche. Avec cet épisode se termine la première saison de Parlons peu, parlons thèse. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute et vous dis à très vite pour la saison 2. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Alors pour commencer, est-ce que tu serais d'accord qu'on revienne un petit peu sur ton parcours post-bac, nous dire comment est-ce que petit à petit tu as cheminé vers la recherche, mais déjà en sortant du lycée, quel est ton objectif, quel est ton projet? Moi j'ai eu mon bac en 2007 et j'ai eu un bac ES à l'époque, économique et social. Déjà au lycée, j'avais fait ma première rencontre avec les sciences sociales par la découverte des SES. Ça avait été un gros coup de cœur. Et donc je sors du lycée, je sais pas trop ce que je veux faire. J'hésite entre être enseignante ou travailleuse sociale. Et donc je vais un an à la fac, en fac de AES, administration économique et sociale, dans la continuité un peu logique de mon bac ES, un peu pluridisciplinaire et tout ça. Et puis pendant cette année-là, je me décide à passer des concours pour être éducatrice spécialisée, et concours que j'obtiens. Et donc au bout de mon année universitaire, je rentre en école de travail social pour passer mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Donc c'est un diplôme professionnalisant qui se fait en 3 ans, avec une alternance entre des apports théoriques très très divers, du droit, de la socio, de la psycho, etc. Et des périodes de stage importantes. Et donc je deviens en 2011 éducatrice spécialisée. Et puis je me mets à travailler en tant qu'éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. J'ai plusieurs expériences en protection de l'enfance, et au bout de quelques années de travail en tant qu'éducatrice, je commence à avoir un petit peu envie de retourner à la fac. J'aime beaucoup mon métier, mais c'est quand même un métier qui est difficile, et je vois certains de mes collègues qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'ancienneté, qui commencent à être un peu fatigués et qui savent pas trop quoi faire d'autre en fait que ce métier-là. Et moi je me dis, je vais reprendre mes études en continuant à travailler à côté. Et en fait, je sais pas trop où ça va me mener. J'ai pas d'objectif à ce moment-là, si ce n'est que de retourner à la fac en me disant ça va me nourrir dans ma pratique professionnelle, et ça rajoutera forcément des cordes à mon arc, et on verra bien où ça me mène. Et donc je suis rentrée en master 1 comme ça. Je suis rentrée en master 1 en sciences de l'éducation, en continuant à travailler à côté, en parallèle. Donc je travaillais à temps plein, et vu que j'étais pas pressée et que j'avais pas d'objectif précis, en fait j'ai pris mon temps. Donc j'ai mis 2 ans à faire mon master 1. Et puis ensuite j'ai fait une pause, entre autres parce que quand même reprendre un master en travaillant à temps plein à côté, c'est un peu fatigant, et accessoirement parce que j'ai eu un bébé, j'ai soutenu mon mémoire de master 1 enceinte de 6 mois. Donc j'ai fait une pause, mais la graine était semée. J'avais beaucoup aimé mon master 1, et notamment l'exercice du mémoire. J'avais eu un mémoire à faire dès le M1. Et donc 2 ans après, rebelote, je rentre en master 2, toujours en cours d'emploi, et je fais la même chose. Je mets 2 ans à faire mon master 2 en travaillant à côté, avec toujours l'idée de travailler du côté de la recherche, des questions qui sont en fait à la base, moi, des questions professionnelles.
Et quand je rentre en master 2, j'ai vraiment en tête d'arrêter à ce moment-là. Je pense pas du tout au doctorat. J'ai des projets professionnels qui sont un peu en lien avec mes recherches, mais vraiment en restant du côté du travail social. Mais voilà, je refais l'exercice du mémoire, je refais l'exercice de la recherche, j'y prends beaucoup de plaisir, et puis en plus ça se passe très bien pour moi, la soutenance, etc. Donc c'est aussi valorisant. Et finalement, une fois que ça se termine et que je suis un petit peu reposée de ce master 2, très très vite en fait, je me dis en fait j'aimerais bien continuer, et c'est comme ça que j'arrive petit à petit à mon projet de doctorat. Peut-être pour celles et ceux dont moi, qui connaissent pas ce secteur, alors comment est-ce que tu pourrais définir le travail social? Le travail social, c'est un champ qui est très large. Le champ du travail social, il peut aller d'intervention auprès du public enfant, public adolescent, public adulte, sur différents types de dispositifs, que ce soit des dispositifs vraiment de droit commun ouverts à tous, à des dispositifs plus spécifiques, soit dans le champ du handicap, soit dans le champ de la protection de l'enfance, par exemple. Donc en fait, le travail social, c'est un champ qui est très très large, et des fois d'ailleurs un peu poreux. On ne sait pas trop où il commence et où il s'arrête dans certaines de ses frontières. Et dans le travail social, il y a le champ de la protection de l'enfance, qui est vraiment mon champ de compétences, du coup, à la fois en tant que professionnelle, mais aussi à la fois en tant que chercheuse. Et le champ de la protection de l'enfance, c'est un champ pareil qui est assez large, mais l'idée de la protection de l'enfance, ce sont des missions qui relèvent des départements, et c'est pour les enfants qui sont placés. Donc quand on dit enfants, c'est 0-18 ans et même 18-21 ans, les jeunes majeurs. Donc certains sont placés en foyer, en famille d'accueil, etc. Et certains bénéficient de mesures éducatives à domicile, c'est-à-dire des travailleurs sociaux qui viennent directement dans les familles. Et alors, je me demande, quand on sort du lycée, comment est-ce qu'on trouve ce débouché? Comment est-ce que tu te tournes vers cette école? Est-ce que peut-être tu avais déjà eu des expériences personnelles ou alors, je sais pas, associatives? Comment est-ce que tu as découvert ce monde-là? Alors c'est loin d'être un hasard, hein. Moi j'ai un père enseignant et une mère infirmière, donc j'ai déjà depuis enfant baigné dans un univers, on va dire, éducatif et sanitaire au sens large. Euh, c'est rigolo, un jour j'avais écouté la conférence d'un sociologue qui parlait du portrait type un peu des éducateurs spécialisés, et je cochais vraiment toutes les cases, hein. Donc j'ai rencontré ce milieu-là pas du tout par hasard. Et donc moi j'ai été animatrice dès l'âge de 16 ans, j'ai passé mon BAFA, je faisais de la musique en parallèle, donc je donnais des cours de musique à des élèves en situation de handicap, et puis j'ai eu aussi une expérience de bénévole au SAMU social de la ville dans laquelle je vivais, donc vraiment, en fait, c'est un projet professionnel qui s'est vraiment construit au fur et à mesure de mes expériences d'adolescente et d'étudiante, et c'était finalement une suite assez logique comme orientation. Et donc, mes parents, dans leur entourage, entre autres, avaient des travailleurs sociaux, donc j'ai pu rencontrer des professionnels avant de me lancer dans ces études-là, mais finalement, c'était une orientation assez simple pour moi. Et alors, quel souvenir t'as de cette première vie, si j'ose l'appeler comme ça? Peut-être qu'après on verra que c'est pas si segmenté, cette première vie professionnelle, mais de cette première expérience, est-ce que c'était plutôt conforme à ce que t'attendais? Est-ce qu'il y a peut-être eu des illusions? Alors, c'était plutôt conforme à ce que j'attendais, si ce n'est que j'avais pas du tout prévu de travailler en protection de l'enfance. Moi, j'avais plutôt envie de travailler au départ avec la population adulte et SDF, plutôt en lien avec l'expérience que j'avais eue au SAMU social. Moi, j'ai vraiment découvert la protection de l'enfance pendant mes études, pendant un stage. Et le public adolescent en protection de l'enfance, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Et
Oui, en fait, ça a plutôt correspondu à ce que j'attendais du métier, même si la formation d'EduxP, elle est pas simple et les stages servent à ça, justement, à confronter ce qu'on imagine au réel. C'est un métier qui s'apprend. Alors, il y a vraiment des apports théoriques qui ont leur importance, mais c'est aussi et avant tout un métier qui s'apprend sur le terrain. Donc j'ai eu quelques désillusions, j'ai eu des moments difficiles parce que même si on vit plein de moments super chouettes et c'est important de le rappeler en protection de l'enfance, il y a aussi des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Euh, Sans doute que le plus grand apprentissage que j'ai fait pendant cette formation, c'est de me rendre compte que j'allais sauver personne et que c'était bien comme ça. Les jeunes étudiants travailleurs sociaux et d'UXP ont un petit peu un peu cette envie là de sauver les gens un petit peu, et donc finalement on revoit ces ambitions là à la baisse et on les décale un peu. On est plutôt dans l'idée de pouvoir accompagner les personnes à un moment de leur vie, et puis après je me suis vraiment construite en tant que professionnelle au fur et à mesure, avec les apprentissages, les désillusions, les modifications. Puis ça, c'est quelque chose qui s'arrête pas du tout à la fin des études. Donc j'ai continué en fait à évoluer en tant que professionnelle et en tant que personne en même temps, parce que c'est des métiers de l'humain, donc ça c'est quand même très lié tout ça, lors de mes premières années d'éducatrice spécialisée auprès de ce public. C'est super intéressant de voir comment s'imbriquent les choix professionnels et la personnalité de chacun, chacune, parce que finalement, je pense que dans la recherche, il y a un peu ça aussi. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'après tu aies fait ce choix-là. Et alors pour bien comprendre, quand tu décides de reprendre tes études, t'as dit que tu étais à plein temps, c'est-à-dire que c'était toujours ce même emploi que tu avais? Oui. Ouais, ouais. À ce moment-là, je travaillais dans un foyer, en fait, qui accueillait des ados, des garçons, qui avaient entre 13 et 18 ans. Et l'avantage en fait de ce type d'emploi, c'est que c'est des horaires décalés. Enfin, en tout cas, l'avantage pour reprendre des études. Donc, moi, je travaillais pas sur des horaires de bureau. Je travaillais soit de matin, soit de soirée. Il m'arrivait de travailler durant les week-ends, etc. Donc, ça permet de dégager du temps en fait pour pouvoir aller en cours à la fac. Donc ça n'enlève pas que c'est un petit peu compliqué à mettre en place d'un point de vue organisationnel, mais en tout cas c'est quand même plus simple que sur des horaires classiques de bureau, 9h-17h du lundi au vendredi quand même. Donc, tu as pu suivre finalement le cursus en régime normal, en allant suivre les cours à l'université. À peu près, en fait, j'ai demandé une dispense d'assiduité qui a pas du tout été compliqué à obtenir, hein. Il suffit de présenter un contrat de travail pour, en tout cas c'était le cas à l'époque, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. En présentant un contrat de travail, j'ai pu négocier une dispense d'assiduité. La particularité, c'est qu'en fait j'ai repris ce master avec mon conjoint qui avait des horaires différents des miens, donc en fait à nous deux on arrivait plutôt bien à couvrir quasiment l'ensemble des cours. Et puis très vite on s'est fait des copains en fait dans la promo. On n'a pas trop pu compter sur les profs en présentant notre situation. Ils étaient ok avec ça, mais par contre fallait qu'on se débrouille. Mais vraiment, on a pu compter sur les autres étudiants de la promo. C'est une promo de master, hein, on était une vingtaine, donc pour rattraper les cours en fait quand on pouvait pas y assister. Et donc voilà. Et je posais mes congés pour passer mes partiels. Ce qui était un peu le truc fatigant pour le coup, c'est que les périodes de partiels, c'est pareil. En fait, j'avais demandé à mon chef de service. L'idée, c'était que cette reprise d'études n'impacte pas mon travail, donc je me débrouillais plutôt bien. Mais c'est vrai que par contre, les dates des partiels, on les choisit pas. Mon chef de service avait accepté le fait que je puisse poser mes congés un peu tardivement, dès que j'avais les horaires de partiel, et mes collègues étaient ok pour prendre en compte ce facteur, donc ça puisse faire comme ça. Si j'ai bien suivi, le bébé arrive à peu près à ce moment-là. Le bébé arrive, oui, 3 mois à peine après ma soutenance de mémoire de Master 1. C'était rigolo. J'ai soutenu mon mémoire enceinte
Et j'avais bien compris que c'était un peu inhabituel pour le jury. Mais voilà. Et au final, c'était pas plus mal parce qu'en fait, ma grossesse a fait que j'étais en arrêt de travail assez tôt, vu le contexte dans lequel je travaillais. Et en fait, j'ai terminé d'écrire mon mémoire à ce moment-là, en fait, au moment où je travaillais plus, où j'étais en arrêt de travail. Et il était déjà bien entamé, mais j'ai terminé d'écrire mon mémoire pendant ma grossesse. C'était une belle expérience. Oui, 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 plutôt. Des fois, je m'en voulais un peu parce que forcément, il y a un peu de stress. Donc, je me disais, j'espère que mon bébé n'absorbe pas trop tout ça. Mais non, non, en fait, ça s'est plutôt bien mis et c'est des bons souvenirs. Alors, je suis sûre que il a emmagasiné plein de connaissances avant même, avant même d'arriver au monde. Oui, c'est ça. Et finalement, vu tout ce qui s'est passé derrière, c'était la première pour lui, mais pas la dernière, du coup, d'avoir sa mère qui bosse pour de la recherche. Ce n'était que le début. Et alors après le master 1, donc j'ai bien compris qu'il y avait un mémoire à la fin du master 1 et après tu as enchaîné avec master 2. J'ai attendu 2 ans. J'ai attendu 2 ans pour quand même me reposer de tout ça et puis voilà me consacrer justement à mon bébé puis à ma reprise de travail, etc. Et puis en fait au moment de mon master 2, je suis restée dans la même association mais j'ai changé de poste et je suis arrivée sur un poste qui collait davantage aux questions en fait que je commençais aussi à travailler enfin que je continue à travailler dans le cadre de ma reprise d'études. Donc j'ai attendu 2 ans et je me suis relancée dans un master 2 vraiment avec les mêmes modalités que mon master 1, je l'ai pas dit, c'est-à-dire que le principe c'était je passe tous mes partiels la première année et j'écris et je rends mon mémoire la deuxième année. Ça avait bien marché la première fois, donc j'ai reconduit cette expérience-là pour le master 2. Et alors après, quand est-ce qu'intervient l'entrée en doctorat? Alors elle intervient, elle commence un petit peu à germer dans ma tête pendant le master 2. Mais j'en parle à personne parce que je me sens pas du tout légitime. Alors, je crois que les questions de légitimité, c'est une question qui est commune à beaucoup de doctorants, mais en tout cas, dans le cadre d'une reprise d'études, c'est vraiment le cas, quoi. Parce que du coup, mon parcours universitaire et mon parcours d'étudiante est loin d'être linéaire. J'ai pas fait de licence classique. En fait, c'est mon diplôme d'éducatrice spécialisée qui vaut comme une licence. Donc, vraiment, je me sentais pas trop légitime. Et puis quand même, là je parle de mes mémoires, les 2 mémoires, Master 1, Master 2, avec du recul et donc plutôt avec du plaisir, mais c'était aussi quand même beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, etc. Donc quand ça a commencé à germer dans ma tête, je me disais, mais n'importe quoi, te lance pas là-dedans et tout. Et puis j'ai des amis en fait qui sont enseignants chercheurs donc qui me glissaient un petit peu l'idée mine de rien lors de conversations un peu informelles. J'ai un de mes profs de master 2 qui pareil m'en a parlé un jour. Il m'a dit, mais Marie, vous avez pas pensé à vous lancer dans une thèse? Et je l'ai à moitié envoyé bouler. Je lui ai dit, mais non, mais n'importe quoi, c'est pas du tout pour moi, etc. Sauf que voilà, ça commençait à se construire dans ma tête. Et puis bah voilà, l'idée était là. Et en fait, au moment où j'ai commencé à en parler, c'est-à-dire, je pense 3-4 mois après la fin de mon master 2, ça faisait déjà quelques mois que moi j'y pensais toute seule de mon côté. Mais voilà, j'étais pas dans les conditions les plus simples pour me lancer dans un doctorat. J'avais un parcours un peu atypique, un peu découpé. J'étais passée dans plusieurs facs. J'avais déjà une vie qui faisait que je pouvais pas être dans une très grande précarité financière. Euh, et je m'étais aussi, finalement, j'avais une formation pas très généraliste et je m'étais déjà spécialisée dans un sujet. Donc, très vite, je me suis renseignée, et parce que j'ai une copine qui était passée par là, je me suis renseignée sur les CIFRE. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté mon projet de CIFRE que j'ai proposé à des employeurs que je connaissais déjà, justement dans le cadre de mon travail. Et donc, j'ai fait des allers-retours entre... j'ai écrit un projet de thèse sans directeur de recherche au départ, vraiment aidé par mes copains,
et puis sans aucune urgence, aidée par... je m'étais déjà fait un petit réseau dans le cadre de un peu d'autres expériences professionnelles. Je connaissais quelques chercheurs en fait, pas beaucoup, mais du coup je les ai sollicités à ce moment-là pour avoir leur avis, pour être accompagnés. Je le dis parce que c'est vraiment très important, hein. Quand on n'arrive pas de ce milieu-là et qu'on est sur une reprise d'études, c'est vraiment opaque. Si on n'est pas accompagné, je pense que c'est vraiment difficile de comprendre comment ça marche tout ça. Donc j'ai vraiment pas fait ça toute seule. Et puis en parallèle, il a fallu moi que je présente à des associations de la protection de l'enfance, donc qui sont quand même vraiment loin du milieu de la recherche, etc. Ce qui était une cifre, en quoi ça pouvait être intéressant pour eux, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, etc. Et que j'argumente tout ça. Donc ça a pris un peu de temps aussi, entre le moment où j'en ai parlé pour la première fois et le moment où mon contrat en fait en cifre s'est lancé, il y a eu 2 ans. Alors on va revenir sur la cifre parce que ça me semble intéressant. Mais avant ça, comme tu nous parlais un petit peu de ton profil et de ta des doutes que tu as pu avoir avant de te lancer dedans, j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement est dans cette situation, qui n'a pas forcément les conditions optimales pour débuter une thèse, si tant est que ces conditions optimales existent, mais euh, peut-être, comme tu disais, avec un parcours qui n'est pas linéaire, une reprise d'études. Peut-être quelles ont été les questions que tu t'es posées à ce moment-là? Qu'est-ce que tu pourrais peut-être apporter comme ouais comme conseil ou pour faire un petit peu le point peut-être? Mmh. Bah j'en parlais un peu, mais je pense que ce qui est primordial, c'est de s'entourer et de ne pas hésiter à solliciter des personnes, même qu'on ne connaît pas directement. En fait, moi, au départ, quand j'ai commencé à poser des questions à des personnes, j'avais toujours peur de déranger ou de poser des questions ridicules, etc. Et en fait, j'ai toujours été vraiment très très bien accueillie. Euh, et et aujourd'hui, quand il y a des gens qui me posent la question, du coup, je me retrouve dans un milieu professionnel où régulièrement on vient me voir en me disant comment t'as fait pour reprendre tes études, etc. Je prends toujours ce temps-là de la même manière que on l'a fait pour moi. Et en fait, je pense que la plupart des gens qui sont soit déjà dans le milieu de la recherche, soit qui ont des parcours comme les miens, sont vraiment prêts à prendre ce temps-là. Et donc, vraiment, le premier conseil, c'est de pas hésiter à aller toquer aux portes, à contacter des personnes, même qu'on connaît pas personnellement, mais dont on a entendu parler, etc. Je pense que vraiment, il y a de grandes chances d'être bien accueilli. Et voilà. Se renseigner beaucoup. Moi, franchement, j'ai épluché le site de la NRT, des forums, des témoignages, etc. Enfin, j'ai vraiment essayé de comprendre le plus possible, en fait, le monde dans lequel j'essayais de rentrer pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises et pour que je comprenne, en fait, les choses et ce à quoi ça m'engageait, par quoi il fallait passer. Et puis après, sur cette histoire de confiance en soi, alors ça, c'est vraiment dur à c'est plus facile à dire qu'à faire, on va dire. Mais moi, à un moment donné, il a fallu que je fasse confiance en ce que me disaient les autres personnes pour pouvoir me sentir capable d'y aller. C'est-à-dire que quand les personnes autour de moi de ce milieu-là me disaient mais si, vas-y, t'es capable. Quand j'ai eu les lettres, parce que quand on monte le dossier de la NRT, il y a des lettres en fait de pas de recommandations, mais en gros des lettres d'engagement du labo, du directeur de recherche, de l'employeur, qui sont des lettres en fait qui disent oui, on est ok pour qu'elle y aille, on trouve elle a le profil pour, on trouve. Et moi j'ai eu besoin de relire ces lettres plusieurs fois pour me donner de la force et de me dire allez là, si tout le monde dit que c'est bon, c'est que c'est bon en fait, c'est que tu peux le faire et ça m'a. En fait ces lettres là, c'était pas juste une formalité administrative, ça m'a vraiment aidé à me lancer et à me dire allez, si tout le monde est prêt à s'engager, c'est que t'es pas complètement à côté de la plaque en envisageant ce projet-là. Voilà les petits conseils que je pourrais donner, mais c'est pas facile. Ouais, mais je pense que ça donne déjà des pistes et ça montre que aussi les personnes qui sont dans cette situation ne sont pas seules. Il y a plusieurs doctorants qui passent par ce parcours-là. Et alors ça va dans la continuité. Tu as peut-être déjà un peu répondu, mais j'aimerais quand même qu'on mette l'accent sur le fait que ça a certainement pas dû être une décision difficile. Tu parlais aussi de la situation financière avec ta famille qui était déjà construite.
suite. Et c'est vrai on, on repart, même si c'était dans l'idée d'un projet de thèse financé, c'est quand même changer de secteur pour aller vers un contrat à durée déterminée. Je sais pas comment ça se passe. Si après il y a des passerelles, tu as la possibilité de revenir à ton emploi précédent. Donc j'imagine que ça a quand même été une décision réfléchie de ce côté-là, d'un point de vue très matériel. Alors oui, et en même temps, c'était pas ça qui était le plus compliqué. En fait, la première raison, c'est que éducateur spécialisé, c'est pas très bien payé. Donc en fait, moi, mon salaire a pas bougé, quasiment pas bougé, en passant d'éducatrice spécialisée à doctorante en chiffres. Donc déjà, d'un point de vue strictement financier, ça a été. Ce qui a changé, c'est que je suis en CDD plutôt qu'en CDI. Donc aujourd'hui, je peux pas acheter de maison, voilà. Je le pouvais il y a 3 ans auprès d'une banque, quoi. Aujourd'hui, très clairement, je peux pas, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas très grave. J'ai dû démissionner de mon emploi, surtout que mon ancien employeur ne pouvait pas m'employer dans le cadre d'une cifre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir et que j'ai découvert en faisant mes recherches. On ne peut pas être embauché en cifre chez quelqu'un qui a été notre employeur auparavant. Voilà. Et puis après, du point de vue incertitude, en fait, ça me fait pas très peur parce que le secteur du travail social et en particulier celui de la protection de l'enfance est en crise actuellement vraiment et donc en fait moi je sais que même si c'est pas du tout ce que je souhaite, mais je sais que si demain pour une raison ou pour une autre je dois retrouver du travail en tant qu'éducatrice spécialisée, ce sera facile parce que le secteur est vraiment en manque de professionnels diplômés. Donc il n'y a pas tant d'incertitude que ça ou de précarité finalement. Ça a été des questions plutôt simples de ce point de vue-là. Et alors maintenant, si on part sur l'aventure donc du contrat CIFRE, tu me disais que tu avais dû finalement monter un peu le projet sans direction de thèse. Alors tu as donné quelques petites pistes, tu t'es renseigné sur des sites, mais ça me paraît déjà, je me dis, déjà quand on est accompagné, on l'a vu dans l'épisode sur la thèse CIFRE, ça avait l'air d'être une véritable aventure. Alors là, comment est-ce que tu t'es un petit peu, t'as réussi petit à petit à rentrer dans ce milieu-là et à un moment donné, j'imagine, trouver la direction de thèse et l'entreprise. Mm. Alors du coup, c'était ma grande question, c'était de me dire si je trouve. Alors moi, je savais que ce serait pas une entreprise, je savais que ce serait des associations. Parce que du coup, c'est possible de faire des contrats cifres dans des associations. C'est bon à savoir quand même. Parce que la question, ça a fait partie des questions que je me suis posées. Et en fait, il y avait un peu la question de l'œuf ou la poule, quoi. Si je trouve quelqu'un qui veut bien m'embaucher, mais qu'en fait on me rit au nez à la fac parce que mon projet tient pas la route, ça marche pas. Et inversement. Euh, donc, ce que j'ai fait, j'ai quand même plutôt commencé par l'employeur. J'avais de toute façon, je savais sur quoi je voulais faire ma thèse et je savais ce que je voulais proposer à qui. Donc j'ai travaillé ça à l'écrit, mon entourage a relu, etc. Et puis un jour, j'ai pris rendez-vous avec mon directeur de l'époque et je lui ai présenté le projet, qu'on a parlé à d'autres partenaires, etc. Donc ça s'est fait comme ça. Il a fallu du temps en fait avant. Ça, c'était très long pour moi parce qu'en fait, les directeurs en protection de l'enfance sont extrêmement, extrêmement pris par des urgences permanentes. Et donc, en fait, le sujet, même s'il intéressait tout le monde, était toujours un peu remis à plus tard. Donc, il m'a fallu être patiente. Et puis, voilà, il y a eu tout un moment où les étoiles se sont alignées, on va dire, pour moi. Et là, on m'a dit, écoute, c'est OK. C'est OK. Les conditions de la cifre ont commencé à se négocier à ce moment-là, de quelles seraient mes missions, puisque en cifre, il y a ce paradoxe de à la fois on est professionnel, donc en fait on a des missions spécifiques, et à la fois on est supposé passer 100% de notre temps de travail sur notre recherche. Donc c'est à ce moment-là que ça a commencé à se négocier pour moi, ces questions-là. Et en même temps, c'était pour moi le feu vert pour chercher un directeur de thèse. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà un petit peu un nom en tête, quelqu'un dont j'avais lu les travaux quand je travaillais justement sur mon mémoire de master, et dont j'aimais beaucoup les travaux, et donc je l'ai contacté.
en lui envoyant un projet de thèse qui était loin d'être la version finalisée au départ. Alors c'était pas non plus une V1, mais en tout cas, voilà, j'avais fait ça comme je pouvais avec l'aide que j'avais autour de moi. Et en fait, ce à quoi elle m'a répondu qu'elle soutenait son HDR 2 mois plus tard, que mon projet l'intéressait, et donc j'ai eu cette chance-là, que la première personne que j'ai contactée et que je souhaitais était disponible et a accepté ça. Et puis après, il faut remplir le dossier pour la NRT, et alors là c'est un casse-tête parce qu'en fait il y a des documents à fournir du côté de l'employeur, des documents à fournir du côté de l'école doctorale, des documents à fournir du côté du labo, et mais en fait, on sait pas trop par où et par quoi commencer. Enfin, l'école doctorale a dû dire que il serait ok pour me prendre avant même que je sois inscrite. Enfin voilà, c'est vrai que donc en fait, il y a une liste de documents à fournir et donc je sais pas. Enfin, je pense que ça dépend des contextes de chiffres, mais moi c'est vraiment moi qui ai coordonné tout ça, quoi, qui ai contacté tout le monde, qui a dit bah voilà, toi il faut fournir ça, toi ça, et donc j'ai composé mon dossier pour la NRT que j'ai déposé. Et puis après là il faut attendre, et je l'ai entendu dans l'épisode sur la cifre, c'est long. Moi c'était encore plus long pour moi que pour c'est Guillaume, je crois, parce que en fait on était en fin d'année, ils avaient un peu épuisé les quotas, et donc puis je crois qu'ils étaient en interne, il se passait des choses, il rebougeait des trucs, etc. Donc il y avait pas les commissions tous les mois comme devait y avoir normalement, etc. Donc moi j'ai attendu 7 mois, je crois, avant d'avoir la réponse. Et puis une fois que la réponse tombe, c'est très rapide. Et c'est ça aussi qui est étonnant, c'est qu'en fait on passe des mois à attendre, à avoir aucune nouvelle. Moi j'appelais, je me faisais pas des fois bien accueillir, des fois moins. Et puis à un moment donné, ça tombe, et fallait que je démissionne dans la semaine, quoi, pour pouvoir démarrer mon contrat en chiffres rapidement après. C'est vrai que je me souviens que j'avais été étonnée quand Guillaume expliquait ça dans l'épisode, que finalement faire une thèse chiffre, c'est pas forcément en raccord avec le calendrier universitaire. On sait pas quand la réponse va arriver, et ça demande une grande flexibilité quand même, d'autant plus quand on est en poste comme toi avant. Tout à fait. Et en plus, ce décalage de calendrier, moi, il a un effet psychologique sur moi, parce que moi, j'ai commencé ma chiffre en mars de l'année dernière, et donc en fait du côté du calendrier de la fac, j'ai eu à me réinscrire en 2e année au bout de 4 mois de contrat, du coup, et en fait psychologiquement ça fait bizarre, c'est-à-dire que là aujourd'hui j'en suis à 1 an et demi de chiffres, mais je m'inscris en 3e année de thèse, et ça change rien en fait. Concrètement, ça change rien, mais symboliquement, c'est quand même un peu bizarre. Ben, je comprends tout à fait. On est assez matrixé depuis plusieurs années sur ce calendrier qui débute cette année, qui débute en septembre, et je peux tout à fait comprendre. Et alors sur la réception de ton projet, bon, j'ai bien compris qu'avec la direction de thèse, il n'y a pas eu de soucis, et puis de toute façon la réception a été bonne puisque tu as décroché le contrat. Mais de manière générale, maintenant que tu es un peu plus avancé, je me dis des personnes qui seraient un petit peu, qui auraient un petit peu le même profil que toi pourraient se demander comment justement ton parcours, ton profil professionnel et universitaire a été accueilli par le monde académique. Tu nous parlais de ton un peu le syndrome de l'imposteur par le parcours haché que tu as pu avoir, mais est-ce que finalement pour certains ça a été quelque chose qui a été valorisé ou pas? Comment est-ce que ça a été accueilli par le monde universitaire? Alors c'est plutôt bien accueilli. Par contre, c'est pas sans poser beaucoup de questions d'un point de vue méthodo, en fait. Là où ça a été bien accueilli, c'est que et ça depuis le début, même pendant mon master, moi je l'ai vraiment ressenti. En fait, je trouve que avoir une expérience professionnelle en lien avec son objet de recherche, ça donne vraiment beaucoup de sens à la recherche, et peut-être encore plus que quand on est en formation initiale. Enfin moi, on sait pourquoi on est là, quoi. On sait pourquoi on est là. C'est vraiment choisi. C'est ancré dans des réalités et des pratiques qui sont fortes.
Donc ça c'est quelque chose aussi qui est valorisé du point de vue de l'enseignement. Moi j'ai commencé à donner des cours à la fac avant même de rentrer en doctorat et cette double expérience, on va dire, avec des étudiants et notamment des étudiants de licence qui se cherchent un petit peu encore en termes d'orientation, etc. C'est super d'avoir ces deux casquettes là d'un point de vue pédagogique et donc ça a été très bien accueilli. Du point de vue de la recherche, c'est un peu plus subtil et c'est un peu paradoxal parce que à la fois avoir déjà une casquette et une expérience de professionnel, ça permet de bien connaître plein de choses de ton terrain avant même de commencer. Et donc d'une certaine manière, c'est du temps de gagner. Notamment dans mon cas, mais j'imagine que c'est le cas dans plein d'autres champs, mais la protection de l'enfance, c'est quand même un système qui est très complexe, et donc le fait de le connaître de l'intérieur depuis 12 ans, c'est un vrai avantage. Mais pour autant, moi je me retrouve confrontée à des questions je suis pas du tout la première à être confrontée, et c'est des questions auxquelles sont confrontés beaucoup de sociologues, c'est-à-dire d'étudier un milieu qu'on connaît déjà mais à une autre place. Ça pose plein de questions sur la manière d'appréhender la recherche, sur les postures qu'on prend, sur comment on va faire pour réussir à décaler notre regard, comment on va faire pour voir des choses qui nous paraissent, en fait, des choses qu'on voit même plus tellement elles sont incorporées depuis longtemps. Enfin, moi, je suis très fortement imprégnée de la culture professionnelle de laquelle je viens. Et là, d'un seul coup, il faut que je me décale. Il faut que j'essaye de regarder les choses avec un œil neuf. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment un gros enjeu sur le fait d'essayer de faire de cette expérience et de cette connaissance de mon terrain un atout et pas au contraire des œillères en fait, que ce ne soit pas des œillères et que ça m'aide. Donc en ça c'est pas si simple la posture dans laquelle je suis. C'est vrai que ce qui est moins commun, c'est que toi, tu es parti de la pratique pour aller vers la théorie, alors que souvent c'est un petit peu l'inverse. On est justement enfermé dans ces études très scientifiques et parfois on manque de côté pratique. Euh, et alors, ce qui m'amène à te demander aussi, ce que j'ai bien compris tout à l'heure, c'est que ton employeur ne peut pas t'employer en cifre. Donc, c'est-à-dire que la cifre ne peut pas être envisagée dans le cadre d'un emploi qu'on a déjà comme un moyen de gagner en compétences dans le poste qu'on a déjà. Euh, Quel serait, toi, ton projet quand tu as justement voulu revenir à la théorie? Est-ce que c'était uniquement par un choix vraiment personnel, parce que tu avais envie t'avais eu cette bonne expérience avec le master, tu avais envie d'approfondir, d'aller plus loin pour toi personnellement, t'enrichir intellectuellement, ou est-ce que derrière il y a un projet plus clair et est-ce que tu aimerais ensuite réinjecter du coup ces compétences, ce savoir dans quelque chose de concret, pratique? Alors euh, moi clairement je retournerai pas. Il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ça me paraît assez clair que je ne retournerai pas ni sur un poste d'éducatrice spécialisée, ni sur des postes de cadre dans la protection de l'enfance. C'est pas du tout ce que je souhaite. Et si j'avais voulu être cadre dans la protection de l'enfance, j'aurais pas fait un doctorat. Il y a des diplômes pour ça, voilà. Euh, Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un nouveau métier en fait. J'ai découvert un nouveau métier avec ces deux facettes, à la fois la recherche et à la fois l'enseignement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aspect pédagogique en fait qui est lié à la recherche. J'adore être avec des étudiants, j'adore préparer des cours, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc moi, je suis vraiment entrée en doctorat dans une perspective de changement de carrière et de changement de métier. Euh, Néanmoins, je suis très attachée à la protection de l'enfance et au travail social. Et aujourd'hui, la manière dont je réinjecte un petit peu déjà les choses et dont j'aimerais pouvoir continuer plus tard, c'est en fait de pouvoir participer à la formation des futurs travailleurs sociaux. Mhm. Et alors, pour que ce soit bien clair sur l'organisation actuellement de ton temps en chiffres, donc tu as une partie où tu es, enfin devant les étudiants,
t'arrives à être sur le site. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que tu es plus souvent sur le site de l'université ou aussi dans l'association avec qui tu fais le contrat? Non, alors je suis essentiellement. En fait, ce qui se passe, c'est que mon travail et mon lieu de vie, c'est pas dans la même ville que mon université. Euh, et les cours que je donne, c'est dans mon université de rattachement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, un contrat CIFRE, c'est un contrat à temps plein. Moi, dans ce temps plein-là, il y a mon travail de recherche, les missions qui sont accolées à mon travail de recherche, mais qui se sont bien construites en fait dans mon cas. Donc moi, mes missions nourrissent vraiment mon travail de recherche de manière directe ou indirecte, mais en tout cas, tout est en lien. Donc ça, c'est chouette. J'ai cette chance-là. Je sais que c'est pas le cas de toutes les personnes qui sont en CIFRE. Et de manière générale, dans ce temps plein-là, il y a ma vie de doctorante, donc les formations que je suis, etc. Tout ça, ça englobe en fait mon temps de travail. Voilà, moi je vais pas beaucoup au labo vu que je dois me déplacer. Et en fait, les cours que je donne, c'est en plus, ce sont des vacations. Moi, j'ai fait le choix de donner des cours en plus déjà parce que ça me plaît, et puis aussi en termes d'expérience en fait et de dossier, je voulais aussi mettre des billes de ce côté-là. Donc, du coup, ça fait un emploi du temps conséquent, puisque la CIFRE est déjà un temps plein et que les cours sont en plus. Donc je suis beaucoup sur mon terrain. Vraiment, j'y passe beaucoup de temps. Et puis ensuite, les temps dits de labo, entre guillemets, en fait, des fois, je les passe au labo, c'est-à-dire que quand je me déplace à la fac parce que je donne un cours, ben, j'en profite pour passer la journée au labo ensuite. Mais des fois, je travaille aussi depuis chez moi. En fait, je suis assez autonome dans la gestion de mon temps de travail. Mais en tout cas, je suis essentiellement sur le terrain et ou chez moi à travailler devant mon ordinateur. C'est sûr que ça fait un emploi du temps hyper chargé, mais c'est intéressant de savoir que c'est possible d'ajouter des vacations au contrat CIFRE. Ça peut être une information à savoir pour les personnes qui voudraient quand même avoir toujours cette attache avec l'enseignement et la pédagogie universitaire. Et alors, j'ai presque aussi envie de te demander, est-ce que dans tout ça, ce temps pour toi, vraiment pour la thèse, est-ce que tu arrives à te le dégager pour rédiger ou du moins se pencher vraiment sur la partie plus recherche théorique, ce temps personnel qu'on a besoin de se donner parfois? Est-ce que tu as plutôt un mode d'organisation où tu segmentes chaque tâche ou est-ce que parfois c'est plus difficile? En fait, en ce moment, je suis beaucoup sur le terrain parce que je suis dans la phase de terrain où je récolte mes données, mais tous les premiers mois de ma thèse, dans la phase exploratoire, j'ai passé des semaines entières à lire sur mon temps de travail, c'est-à-dire que ça faisait partie de mon boulot. Donc, en fait, mes semaines et mes mois se ressemblent pas puisque ça évolue au fur et à mesure de l'avancée de ma recherche. Il est déjà prévu que la dernière année de mon contrat CIFRE, mon employeur me verra plus beaucoup parce que j'aurai fini mon terrain, ma récolte de données et que je continuerai à répondre aux missions qui me sont confiées, mais dans la perspective du travail d'analyse et d'écriture, l'idée c'est plutôt que je me décolle un petit peu de mon terrain et que du coup je sois moins sur place tout en étant encore en contrat. Donc ça évolue vraiment avec l'avancée de ma recherche et là où j'en suis. Très bien, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet pour terminer, même si j'ai un petit peu la réponse, mais est-ce que du coup tu es satisfaite de ce choix que tu as fait de découvrir plus en profondeur le monde de la recherche? Et puis ça revient avec ma question précédente. S'il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que tu conseilles de sauter le pas? Oui, alors moi je suis vraiment très satisfaite. Je trouve que les chiffres, alors même s'il y a plein de questions pas simples autour des chiffres, hein, les chiffres c'est pas du tout un paradis, il faut quand même le savoir. Il y a vraiment des questions pas simples. Néanmoins, je trouve que pour des profils comme les miens, c'est super en fait. Moi, si les chiffres n'avaient pas existé, je pense que ça aurait été très difficile, voire impossible, d'entrer en doctorat. Donc
Donc voilà, et oui, moi je suis très contente aujourd'hui, même si je pense que on le sait toutes et tous, la vie de doctorant c'est vraiment loin d'être un long fleuve tranquille. Donc comme tout le monde, j'ai mes moments de doute, mes moments où je suis débordée de travail, mes moments où j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Je suis encore à un stade où rien que de penser à la soutenance, ça m'angoisse terriblement, etc. Il n'empêche que ça m'arrive aussi très souvent de me regarder un peu de haut, là, faire mes journées, ma vie, et de me dire, waouh, j'ai vachement de chance de faire ce que je fais. Je suis très contente en fait de vivre ça aujourd'hui à 35 ans dans une suite de carrière vraiment que j'ai jamais beaucoup anticipé, qui s'est construite au fur et à mesure, mais qui finalement a beaucoup de sens quoi et me convient vraiment. Donc oui, je suis très contente et je ne peux que conseiller aux gens de se lancer là-dedans, mais vraiment en se renseignant bien avant quand même pour pas avoir de désillusions et pour bien négocier la cifre au départ. Je pense que c'est très important. Et est-ce que tu aurais deux, trois conseils pour mettre en place ce projet de chiffres, des choses peut-être très concrètes pour valoriser son profil, des choses qui, toi, tu penses a peut-être fait la différence? Alors moi je pense que ce qui a fait la différence pour moi, je sais pas si c'est le cas dans tous les champs, mais moi je pense que si j'ai obtenu ce contrat CIFRE, c'est parce qu'on me connaissait en fait en interne. Je sais pas si ça aurait été pareil si quelqu'un d'extérieur en fait s'était présenté et avait proposé ce projet-là. Euh, c'est vraiment ce qui s'est joué pour moi, je pense. Parce que moi, c'était pas simple hein, de me valoriser au départ. Pendant très longtemps, je me suis sentie très redevable en fait de mon employeur d'avoir accepté ce projet-là, vu que c'était moi qui l'avais sollicité. Et puis en fait, plus on avance, plus aussi j'arrive moi à intégrer le fait que bah oui, s'ils l'ont accepté, c'est bien que tout le monde y gagne. Et puis les missions qui sont les miennes aujourd'hui, enfin voilà, je me les suis bien appropriées et donc ma présence a un sens en fait et ne me sert pas juste à faire mon projet de recherche quoi. Et donc il y a ça aussi en fait, hein, de pouvoir avoir assez confiance en soi pour pouvoir expliquer à un employeur qu'ils vont pas juste faire plaisir ou faire une fleur en acceptant une cifre en fait. Mais c'est intéressant du coup d'avoir les deux profils parce que je crois que dans l'épisode d'avant c'était l'idée du projet venait du monde universitaire parce que ça avait été trouvé par le labo et toi c'est avec ton bagage professionnel que tu as pu mettre en œuvre ce projet. Donc comme quoi les deux sont possibles. Écoute, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter qu'on n'aurait pas abordé, tu voudrais pas repartir sans l'avoir dit? Je pense quand même, et j'en ai parlé un petit peu, mais c'est bien de le redire, quand on est dans une configuration comme la mienne où il y a une vie familiale, c'est pas toujours le cas dans le cadre de reprise d'études, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un projet qu'embarque un peu tout le monde. Hein. Et du coup, en petit conseil aussi pour les personnes qui sont dans mon cas, c'est que ces choses-là puissent être vraiment discutées tous ensemble, euh, même si même si je fais pas une thèse en plus d'un travail, je l'aurais pas fait, ça reste quand même mon travail. Mais bon, c'est un travail qui est on le sait, prenant et ça va être le cas, enfin, voilà, sans doute encore plus à la fin, au moment de l'écriture, etc. Donc c'est quand même un projet dans une configuration familiale qu'embarque la famille et c'est important aussi de prendre soin de ces espaces-là. L'espace familial, mais de manière plus générale, l'espace privé. Je pense que c'est le cas pour tous les doctorants. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une vie de famille pour se le dire, mais en tout cas, moi, ça a quand même été un facteur vraiment important à prendre en compte et que j'essaye de prendre en compte au maximum. Là-dedans, ça se joue un petit peu différemment que si j'avais 25 ans et que j'étais sans enfant et toute seule à gérer ma barque, quoi. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.